Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles, diffusée à 13h sur la chaîne Bismart. Au sommaire de cette édition, nous aurons tout d'abord le plaisir de recevoir Bernard Cohen-Haddad, membre du conseil d'administration de l'Anacofi, mais aussi président de la CPME Paris-Île-de-France. On se demandera avec lui comment orienter l'épargne vers les PME. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous ferons un point ensuite sur le congrès des notaires de France qui s'est tenu fin septembre. Nous reviendrons sur les grandes propositions des notaires à cette occasion et nous ferons plus spécifiquement un focus sur plusieurs propositions en lien avec la protection de son patrimoine numérique. Nous en parlerons avec Maître Olivier Boudeville, notaire et rapporteur général du 117e congrès des notaires de France. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous donnerons la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine avec Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Au programme, les produits structurés, mais aussi une discussion ouverte sur les pistes de placement pour 2022, avant de conclure sur le dispositif Pinel, donc dans l'immobilier. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique où on va se poser la question de l'orientation de l'épargne vers les PME. Vous entendrez souvent parler dans cette émission d'orientation de l'épargne des Français, de ces montants d'épargne accumulés vers l'économie réelle, vers les entreprises. On va se poser cette question, mais plus spécifiquement du point de vue des PME. On en parle avec Bernard Cohen-Haddad. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Anacofi, mais vous êtes aussi président de la CPME Paris-Île-de-France, donc Confédération des petites et moyennes entreprises, qui fait que vous allez pouvoir vous faire la voix finalement des besoins de financement de ces entreprises. Et je rappelle également que vous avez été membre de l'Observatoire de l'épargne réglementée. Donc quand il s'agit d'orienter l'épargne vers les PME, vous êtes la personne à qui il faut poser la question. Avant de parler d'épargne, on va peut-être commencer par parler des PME qui ont vécu une année 2020 compliquée, une année 2021, vous allez nous le dire si elle était plus simple ou non. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la fin des mesures de restriction, fin également du quoi qu'il en coûte pour ces entreprises? Quelle est leur situation financière aujourd'hui? Alors la situation des PME en France et surtout à Paris en Île-de-France, je vous rappelle qu'on a 1 200 000 entreprises à Paris en Île-de-France, c'est 30% du PIB, 23% de l'emploi, Ce n'est pas rien. Donc le quoi qu'il en coûte a été indispensable, le fonds de solidarité, les PGE et l'ensemble des interventions de la région. Il ne faut pas oublier que les régions sont intervenues de manière extrêmement massive pour accompagner les PME dans leur territoire. Aujourd'hui, ça ne va pas trop mal en matière de financement. Paradoxalement, ce qui nous pèse le plus, c'est bien entendu le manque de compétences, la recherche d'emploi. Vous le savez, il y a plus, paradoxalement, de demandeurs d'emploi que d'emplois à en fournir. Et donc, on a ce problème d'inégalité où nous sommes en recherche de compétences. Et ça, c'est la vraie problématique, avec des secteurs qui sont en difficulté, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les services à la personne, toutes les industries culturelles, et ça, c'est vraiment aujourd'hui, et la santé, où il y a bien entendu des problèmes d'embauche et des problèmes aussi pour un certain nombre d'activités. Dernier point noir, si vous me le permettez, pour ne pas être trop long, c'est l'ensemble des industries culturelles qui ont mal vécu la crise, et un récent rapport du ministère de la Culture montre que les entreprises culturelles sont en danger financier parce que c'est vraiment la difficulté aujourd'hui. Donc des PME qui, si je comprends bien, dans les secteurs qui ont le plus souffert sont ceux qui finalement ont le plus souffert des mesures de restriction, ou en tout cas qui ont été, ou alors dans le domaine de la santé, qui ont été le plus impactés finalement par la pandémie. Mais globalement, ce que vous nous dites, c'est qu'en matière de financement, de situation financière, à part pour ces secteurs qui ont pris de plein fouet du coup la crise, ou en tout cas les mesures de restriction, il n'y a pas de grosses problématiques de financement aujourd'hui, il n'y a pas de signal d'alarme, alors que c'est la fin du PGE, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On pourrait se dire la situation peut commencer à devenir compliquée pour ces petites entreprises dont la trésorerie est de fait moins importante qu'une très grosse entreprise pour le coup. Oui, je ne veux pas jouer les Cassandres. À l'heure où je vous parle, on n'a jamais eu aussi peu de cessation d'activité, aussi peu d'entreprises devant les tribunaux de commerce, grâce au quoi qu'il en coûte, grâce aussi au Love Bombay, grâce aussi à la capacité de solidarité des consommateurs qui ont joué le jeu de la proximité commerciale, la proximité augmentée. Mais l'avenir n'est pas rose. Nos entreprises sont toujours en faiblesse de fonds propres. Elles ont des dettes et nous le verrons en 2022 si la situation se maintient ou se dégrade. C'est une problématique, c'est une inquiétude. Ça ne doit pas venir une angoisse parce que nous comptons sur le soutien de l'État dans
dans le prolongement des aides, sectoriellement, et surtout du rôle des banques qui, encore aujourd'hui, jouent le jeu d'accompagnement. Oui, puisqu'il y a effectivement un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, le prêt participatif, donc le PGE, on en a parlé, le prêt participatif relance également pour les entreprises. Mais alors, il y a un sujet qu'on traite souvent dans cette émission, c'est l'orientation de l'épargne des particuliers vers le financement des entreprises. C'est un des grands enjeux de cette relance parce qu'il y a des montants d'épargne qui ont été accumulés qui sont absolument colossaux, accumulés pour la plupart d'ailleurs sur des comptes courants, sur des livrets A, sur des comptes à vue, enfin là où finalement l'épargne est peu ou pas investie du tout. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de le réorienter vers le financement de l'économie. On comprend assez bien comment ça va vers des très grosses entreprises. Elles sont cotées, on peut aller investir en bourse directement. On comprend assez bien comment ça va vers des entreprises innovantes via des fonds ou autres. On a un peu plus de mal à identifier en tant qu'épargnant comment aller financer des PME et notamment des commerces de proximité. Il y a un dispositif qui existe qui s'appelle le PEA-PME. C'est le moyen d'aller investir en PME. Quelle est votre expertise sur le sujet ? Alors déjà des chiffres peut-être. Ouais. On n'a jamais autant épargné entre mars 2020 et mars 2021. Ouais. Sur l'année 2020, on a plus de 200 milliards d'épargne des Français cumulés sur des supports d'assurance vie, d'épargne classique ou tout simplement de bourse. Ça a été phénoménal. De date à date, on a 171 milliards d'encours supplémentaires sur un volume d'encours qui est près de 500 milliards. Ça n'a jamais été autant en France. Aujourd'hui, vous le dites justement, comment orienter l'épargne des Français de manière active, moins dormante. Un livret A, c'est 0,5. La bourse, c'est un peu plus risqué. Ça s'adresse à des patrimoines conséquents, qui prennent du risque. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'orienter l'épargne des Français vers les TPE-PME. Il y a un support qui existe, BPI-France, qui vient de créer des supports d'épargne à concurrence de 5 000 € de premier ticket. Mais nos entrepreneurs ont besoin effectivement qu'on les aide, tout simplement, comme je disais, le boucher qui veut se développer, le courtier en assurance, le garagiste, celui qui monte des vélos, celui qui aujourd'hui vend des scooters électriques. Tout ça fait partie qu'il n'y a pas aujourd'hui de support particulier, précis, pour faire en sorte que les Français y trouvent un avantage, c'est-à-dire une défiscalisation, une rentabilité immédiate et une sécurité. C'est bien ça les trois enjeux. Et aujourd'hui, du coup, si je veux investir chez le courtier d'assurance en bas de ma rue ou le boucher à côté de chez moi, pour reprendre votre exemple, il n'y a pas de véhicule. Je ne peux pas le faire autrement qu'en allant le voir lui directement, en lui disant je veux rentrer au capital ? Alors aujourd'hui, il y a quand même le crowdfunding. Vous savez, il y a quelques années, il y a 5-10 ans, le crowdfunding, c'était la belle américaine, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le crowdfunding est beaucoup moins en pointe que ce qu'il était auparavant, parce que les banques étaient là pour financer l'économie. Il reste le crowdfunding qui cible des entreprises avec des difficultés ou des entreprises qui ont besoin de capitaux de proximité. Mais il faut que ces entreprises prennent l'initiative d'aller demander cet argent-là pour le coup. Bien entendu, il faut que les entreprises ouvrent leur capital, mais il n'y a pas de véhicule législatif, comme on avait auparavant, qui permettent d'ouvrir le capital des TPE-PME à travers des vecteurs directement dans les PME. Ça, c'est nouveau et on a besoin d'une réforme législative, c'est-à-dire de créer des niches pour que l'épargne des Français soit investie directement dans les PME et donc défiscalisée. Mais comment on explique qu'il y a un tel trou dans la raquette aujourd'hui ? Parce que les PME françaises, c'est quand même, si on les prend au global, le premier employeur de France presque. Il n'y a pas que les grosses entreprises ou les entreprises innovantes. Là, c'est PME, ETI, ou là, on parle vraiment du commerce de proximité quand on parle de ce manque de véhicules d'investissement ? Alors, il n'y a pas de problème, vous l'avez dit, pour les grosses PME, pour les ETI, puisqu'il y a du private equity, effectivement, il y a des business angels, il y a des fonds qui sont fléchés, des fonds importants, des fonds qui peuvent venir des banques, des assureurs ou des particuliers. Donc ça, aujourd'hui, c'est organisé. Mais aujourd'hui, on a supprimé, depuis 2 lois de finances, la capacité d'investir dans les PME. Il y avait le dispositif IFI-PME, il y avait des dispositifs qui permettaient de fiscaliser l'investissement ou défiscaliser l'investissement dans les PME. Il reste à y penser, tout simplement, pour des raisons de réorganisation fiscale. C'est extrêmement pour nous important de le faire parce qu'on voit, et à travers la crise, que l'attachement des consommateurs, l'attachement des investisseurs dans la crise à leur activité de proximité pour faire vivre les quartiers, pour faire vivre les savoir-faire, pour protéger les métiers a été extrêmement forte et on a besoin aujourd'hui de penser ces nouveaux dispositifs. Vous savez, l'État et Bercy, dès qu'il s'agit de donner des avantages fiscaux, est un peu frileux. Bon, on comprend effectivement. Le dispositif PEA-PME, j'en parlais tout à l'heure. Alors son nom indique quand même que ça permet d'investir dans les PME. C'est pas suffisant aujourd'hui, vous pensez, pour
pour aller orienter l'épargne vers justement les toutes petites entreprises ou le commerce de proximité? Oui, ce n'est pas le véhicule qui est ciblé pour ce type d'activité, mais le PME est quelque chose d'important. Le livret aussi de développement responsable est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas oublier que nos entreprises se mettent vers l'économie circulaire, vers l'économie responsable. Mais il faudrait que l'État pense, et ce sera sans doute les propositions que nous ferons à l'occasion des présidentielles aux candidats, de mettre ces véhicules qui permettent d'orienter dans les quartiers, dans les centres-villes qui sont aujourd'hui déserts, la capacité d'aider des jeunes qui créent des activités commerciales, qui créent des activités économiques et de les aider à travers l'argent, bien entendu, des particuliers, mais aussi l'argent des collectivités. Et alors, un mot de ces entreprises. Alors, effectivement, on ne peut pas faire de généralité entre une activité de boucherie, une activité de boulangerie ou une activité de courtage en assurance. Mais quel serait l'avantage ou l'inconvénient ou qu'est-ce que l'épargnant devrait avoir en tête si jamais il voulait demain investir dans les PME de son quartier ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la proximité augmentée. C'est la capacité pour les épargnants à aider des entreprises qui sont en phase de développement aussi en matière de numérique. Vous savez que le phygital est quelque chose qui est devenu important dans les entreprises. Il y a des startups, mais il y a aussi dans les quartiers, il y a aussi dans les régions, dans les départements, des jeunes qui créent des activités qui sont en lien avec le territoire, c'est-à-dire production locale, autonomie stratégique. Ce sont les deux grands points qui me semblent fondamentaux, à la fois l'autonomie stratégique, le fait que l'on produise sur son territoire, et puis le savoir-faire, l'économie responsable, l'économie circulaire. Il y a beaucoup de demandes des consommateurs et des entrepreneurs, et y compris des salariés, de travailler dans cette activité. Et pour cela, qui reste parfois du domaine de l'immatériel, les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, même si elles sont très présentes. L'épargne des Français doit nous mener vers une économie beaucoup plus responsable. Donc si je comprends bien, il ne faut pas voir ça comme un investissement, mais comme une manière de soutenir finalement le commerce à côté de chez soi. On a parlé du coup de ce qui n'existe pas suffisamment aujourd'hui. Si concrètement demain je veux investir chez mon boucher, la seule solution, c'est celle que vous nous avez donnée, c'est le crowdfunding aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le crowdfunding. Et puis je vous rappelle que lorsqu'on investit, on aime bien que ce soit rentable, même si on est sociétal. C'est important aussi d'avoir cette sécurité, cette rentabilité, la capacité, le moment venu, de reprendre son argent, parce que lorsqu'on investit à perte, ce n'est pas toujours agréable, surtout quand c'est les économies de la famille. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad d'être venu partager avec nous votre expertise sur ces PME, mais aussi sur la façon d'orienter ou non son épargne vers ces PME et sur les trous dans la raquette finalement qui existent. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Anacofi, mais aussi président de la CPME Paris-Île-de-France. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la vision des notaires sur l'évolution de la gestion de son patrimoine, et ce, en lien notamment avec les outils numériques et les nouvelles possibilités d'investissement qui remettent en cause la capacité du cadre juridique actuel à garantir, entre autres, la protection de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Maître Olivier Boudeville, notaire et rapporteur général du 117e Congrès des notaires de France. Bonjour Maître Olivier Boudeville. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Alors le 117e Congrès des notaires de France est passé, c'était donc fin septembre. L'objectif était d'accompagner et de sécuriser la révolution digitale pour les individus, le patrimoine et le contrat. Il y avait également un volet sur l'exclusion numérique, mais on en parlera un peu moins dans cette émission. Sur le volet accompagnement et sécurisation de la révolution digitale pour les individus, le patrimoine et le contrat, pourquoi ce thème et ces enjeux à fin septembre 2021, Maître Olivier Boudeville ? Eh bien, parce que jusqu'à maintenant, le numérique avait été beaucoup abordé sous l'angle de l'outil numérique. Et on avait très peu parlé du droit. Et il nous semblait opportun de consacrer tout un congrès sur l'impact de la révolution digitale sur la règle de droit. Et donc, le travail qui a été fait par l'équipe du Congrès des notaires, qui est une équipe de plusieurs notaires qui travaillent pendant 2 ans sur ce sujet, a été de mesurer l'impact de la révolution digitale, en particulier sur le patrimoine, puisque c'est un des 3 thèmes qui a été retenu lors de notre congrès. Et alors, en ce qui concerne la protection de son patrimoine numérique, ou en tout cas la possibilité de faire appel à un cadre juridique en matière de tout ce qui est toute la gestion de son patrimoine digitalisé, est-ce que vous constatiez des gros manques aujourd'hui, Maître Olivier Boudeville ? Eh bien, écoutez, jusqu'à maintenant, le patrimoine numérique était oublié presque des transmissions, tout simplement parce qu'il était peut-être virtuel et qu'on considérait que c'était peut-être un patrimoine jusqu'à maintenant un peu marginal. Il se trouve que
nous avons notamment identifié un besoin de recensement des actifs numériques, puisque jusqu'à maintenant, nous avons des fichiers qui permettent de recenser les comptes bancaires classiques, de recenser les contrats d'assurance vie. Je parle en particulier de Ficoba ou de Ficovie, mais nous n'avions pas de mesures qui puissent recenser ces actifs pour ensuite envisager des transmissions. Mais alors là, on parle de quoi, par exemple? On parle d'un compte de crypto-monnaie qui ne serait pas intégré dans un actif successoral parce qu'il serait déclaré nulle part? C'est ça le problème aujourd'hui? Oui, alors c'est effectivement un problème, mais au-delà de la qualification des actifs, on se rend compte que la typologie des actifs est très diverse. On peut avoir ce qu'on appelle des actifs numériques qui ont une valeur patrimoniale, et vous les avez visés, les crypto-monnaies en particulier, mais pas seulement. On peut parler des tokens ou de NFT, des fameuses œuvres d'art numériques. Mais au-delà de ça, on peut aussi parler des choses numériques, ce qui n'ont pas forcément de valeur patrimoniale, mais qui ont pourtant leur importance dans leur transmission, des blogs, des comptes de réseaux sociaux, des photos tout simplement numériques. Eh bien, tous ces actifs ne sont pas nécessairement transmis effectivement dans le cadre des successions. Alors, il y a là un double aspect. Il y a un aspect, j'allais dire, de valorisation qui a son importance lorsqu'on parle de succession, de donation, puisqu'il va de soi que si on oublie certains actifs, eh bien, ils ne sont pas soumis à taxation, et donc on peut avoir derrière toute une série de difficultés qui se présentent par rapport à ça. Mais il y a aussi un autre aspect qui est lié à l'héritage, tout simplement, d'actifs qui n'ont pas forcément de valeur, mais qui peuvent avoir beaucoup d'importance pour les héritiers. Et là aussi, il fallait faire des propositions pour permettre une transmission équilibrée des biens numériques, qu'ils aient ou non une valeur patrimoniale. Alors, on va parler de ces propositions, Maître Olivier Bouteville. Juste avant, pour bien comprendre, vous nous avez parlé autant de comptes de crypto-monnaies que de réseaux sociaux, que de noms de domaine. En fait, finalement, on a l'impression que quand on parle de numérique, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a un titre de propriété ou non, mais en fait, on est propriétaire de fait dès qu'on est le seul à avoir l'accès à ces, ou en tout cas les identifiants pour avoir accès à ce réseau social, enfin ce compte de réseaux sociaux, ce nom de domaine ou même ce compte en crypto-monnaie. Et c'est là où il fallait venir encadrer juridiquement un peu plus la propriété, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que si vous voulez, contrairement à des actifs classiques, il n'y a pas d'hébergeur, entre guillemets, qui puisse être contacté. On imagine mal, par exemple, qu'on puisse aller voir une plateforme pour demander s'il y avait des actifs suite à un décès. Donc il fallait, en amont, réfléchir sur la manière dont on peut transmettre les moyens d'accéder à ces comptes et aux différents actifs. Et donc la réflexion, elle allait au-delà de la simple transmission, elle allait plutôt sur la manière dont on pouvait transmettre les codes d'accès, les clés numériques aux héritiers, puisque comme vous l'avez dit, on est dans la possession par le titre. Hein. Vous savez qu'il y a cet adage, hein, on fait de meubles possession vos titres. Eh bien oui, on peut penser que les actifs numériques, pour l'essentiel, sont des biens meubles. Hein. Alors la qualification ici a beaucoup d'importance pour nos juristes, mais effectivement, dès lors qu'on a les moyens d'accéder aux comptes, eh bien on en est finalement le titulaire. Mais ça ne dispense pas de toutes les vérifications et de toutes les obligations fiscales qu'il peut y avoir par ailleurs. Ce n'est pas parce qu'un actif est numérique qu'il échappe à la taxation en matière de transmission, hein, par exemple. Non, en revanche, il peut échapper effectivement à celui. Enfin, on peut ne pas savoir qu'il y avait cet actif-là. Alors, donc, du coup, deux sujets. Un premier sujet, c'est le recensement, et un deuxième sujet, c'est la protection ou la transmission. Alors, quelle proposition des notaires de France sur ces enjeux? Alors, sur l'enjeu du recensement, et la proposition que nous faisons est de faire un bilan patrimonial numérique. Bilan patrimonial, d'ailleurs, qui s'intègre dans un bilan patrimonial plus global. On peut parfaitement imaginer de rencontrer son notaire pour faire le point de ses actifs immobiliers, de ses actifs mobiliers, de ses contrats, mais aussi de donner au notaire les moyens d'accéder aux comptes de crypto-monnaies, aux comptes de réseaux sociaux, pourquoi pas laisser des directives pour ces comptes de réseaux sociaux. Hein, c'est une possibilité qui a été mise en place par la loi Le Maire du 7 octobre 2016. On peut imaginer que le notaire puisse dresser un bilan patrimonial des actifs matériels et immatériels en vue d'une conservation
et pourquoi pas ensuite d'une transmission, c'est le deuxième enjeu. Sur ce premier enjeu du recensement, je tiens à souligner que nous nous sommes beaucoup inspirés des notaires québécois qui ont depuis très longtemps déjà mis en place ce bilan patrimonial numérique qui est dans sa forme assez simple puisqu'il s'agit d'un bilan qui recense les différents actifs et qui est conservé par les notaires québécois sur un coffre-fort numérique qui est tenu à jour par la Chambre des notaires du Québec. Eh bien, ce que nous proposons, c'est un petit peu à l'instar de ce que fait le Québec, de dire, voyez votre notaire, faisons un bilan patrimonial des actifs classiques et des actifs immatériels, et le notaire assure la conservation de ce bilan. Il peut aussi, pourquoi pas, le laisser à son client qui le déposera dans un coffre-fort numérique auprès d'une banque. Mais notons que les notaires, depuis très longtemps, assurent ce rôle de conservation. C'est vraiment dans l'essence même des notaires que de conserver. Nous conservons nos actes pendant 75 ans et donc nous assurons la pérennité de cette conservation. Peut-être, j'allais dire, c'est peut-être là un enjeu et un atout majeur des notaires par rapport à d'autres sociétés privées qui peuvent être amenées à disparaître. Maître Olivier Bouteville, vous, là, pour bien comprendre, la proposition, ce serait quoi? Ce serait un service uniformisé de tous les notaires de France à leurs clients, ou vous voulez aller plus loin et que ça devienne même une obligation à un moment de faire un bilan de l'intégralité de son patrimoine et notamment son patrimoine numérique? Non, il ne s'agit pas d'une obligation, il s'agit simplement d'une offre de service, d'une possibilité que nous offrons à nos clients pour les accompagner dans cette transmission, de faire avec eux un bilan patrimonial des actifs classiques, ce que nous faisons déjà avec nos clients pour les biens immobiliers, les biens comptes bancaires et autres comptes titres, et bien l'étendre à l'ensemble des actifs numériques et en particulier aux comptes de crypto-monnaie, parce que nous savons que si nous perdons les clés numériques qui permettent d'accéder à ces comptes de crypto-monnaie, eh bien généralement nous perdons la valeur même des actifs, puisque les actifs ne sont plus, on ne peut plus les appeler. Effectivement, on ne peut plus en disposer puisqu'il y a juste une clé qui permet d'y accéder. Alors certaines entreprises proposent maintenant potentiellement un plan B pour ensuite avoir accès à ces crypto-monnaies. Justement sur le sujet des crypto-monnaies, du fait que c'est de la finance décentralisée, du fait qu'on ne peut pas appeler un acteur de crypto-monnaie pour dire merci de me renvoyer un code ou merci de traiter avec moi maintenant parce que telle personne est décédée et je prends en charge la succession avant de transmettre à ses héritiers. Est-ce que le sujet est un peu sensible du fait que si vous avez la clé, vous avez accès à tous les bitcoins ou à toutes les crypto-monnaies et personne derrière ne pourra venir dire attention, c'était ma propriété, vous m'avez volé ma clé. C'est un sujet qui est particulièrement sensible. Aujourd'hui, vous en avez déjà discuté avec certains de vos clients qui seraient rassurés de savoir que c'est chez un notaire ou au contraire pourraient avoir peur de voir cette clé dupliquée quelque part? Oui, alors ça, ce que vous soulignez là est l'enjeu de la transmission, et c'est sur ce point que nous faisons également des propositions. Effectivement, pour garantir la confidentialité des clés qui sont remises au notaire, eh bien, nous avons un testament qui a été oublié par notre pratique professionnelle, qui est le testament mystique. Et donc, ce testament mystique permet à chaque client de déposer avec deux témoins une enveloppe à son notaire. Alors cette enveloppe, on peut imaginer qu'elle contiendrait les clés de crypto-monnaie ou même, pourquoi pas, une clé USB avec la détention des actifs eux-mêmes ou une clé USB qui ferait référence aux différents comptes de crypto-monnaie avec les codes d'accès sur cette clé USB. Et donc cette enveloppe est tenue secrète, c'est-à-dire que le notaire n'en a pas à proprement parler connaissance. Et bon, bien sûr, il peut y en avoir une lecture devant lui, mais on peut très bien imaginer que la remise se fasse en toute discrétion au notaire par ce testament mystique qui est conservé par le notaire et qui sera ouvert au moment du décès avec l'exécution des dernières volontés du testateur contenues dans ce testament. Alors ça, c'est effectivement dans le cadre de crypto-monnaies, mais vous nous avez effectivement évoqué des comptes de réseaux sociaux, des blogs, des noms de domaine. On peut imaginer que certaines personnes puissent générer un chiffre d'affaires avec un compte de réseaux sociaux. Bon, est-ce que ce chiffre d'affaires, étant donné qu'il est une fitu personae, serait maintenu en cas de décès? Pas forcément, mais là, quelle proposition du Congrès des notaires? Suppression des comptes automatiquement ou au contraire transmission aux héritiers d'un compte de réseaux sociaux ou d'un nom de domaine ou même d'un blog?
Eh bien, ce que nous préconisons, c'est que les héritiers puissent quand même avoir accès aux données personnelles de la personne décédée. Et ça, je pense que c'est primordial. Il faut que les héritiers saisis. Alors, il y avait sur ce point une imprécision de la loi Le Maire qui n'avait pas véritablement qualifié quels étaient les héritiers qui pouvaient avoir accès aux données personnelles. Et donc, la proposition qui est faite est de laisser aux héritiers la possibilité d'accéder aux données personnelles du défunt pour que, justement, les héritiers puissent décider s'il faut mettre fin à un compte de réseaux sociaux, s'il faut entretenir un blog, enfin bref, qu'ils aient vraiment, pourquoi pas même accès aux ordinateurs, tout simplement, pour que dans le cadre d'un inventaire, on puisse recenser les actifs qui sont en dépôt sur cet ordinateur, ou encore les œuvres d'art, puisqu'on sait maintenant que les œuvres d'art peuvent être détenues de manière numérique. Bien sûr, les Donc fameux... il y avait là, dans l'inventaire, oui, on fait des inventaires dans nos successions, des inventaires des biens matériels, des meubles, des objets mobiliers. Eh bien, il nous a paru utile qu'on puisse étendre cet inventaire aussi à ce qu'il peut y avoir dans un ordinateur. Et pour cela, il fallait que les héritiers puissent avoir accès aux données personnelles du défunt. Bien sûr, parce qu'il y a effectivement une notion de données personnelles, mais quand on parle de compte de crypto-monnaie ou de NFT, il y a également une valeur financière. Je change de sujet, Maître Olivier Boudeville, pour les quelques minutes qui nous restent. Enfin, on reste quand même dans la même thématique. C'est le testament. Il y a des propositions qui ont été faites. Effectivement, le testament peut-il échapper, lui, à la vague numérique? Est-ce qu'on pourra demain avoir un testament 100% numérique? Alors, nous avons beaucoup réfléchi sur cette question. Nous étions partis dans un grand soir du droit où il fallait complètement révolutionner la forme du testament en créant un nouveau testament, un testament numérique. En réalité, les enjeux juridiques sont assez complexes par rapport à cette question, puisque à l'heure actuelle, il est difficile de garantir que la personne qui signe un document numérique est bien la personne qui l'a écrit également sur un support numérique. On peut très bien avoir un document signé électroniquement, mais qui n'est pas pour autant le document qui a été écrit par la personne qui l'a signé. Et donc, dans un souci de respecter un équilibre entre sécurité et peut-être la modernité qui s'impose de notre ère numérique, nous avons fait le choix de mesurer ce testament numérique et de le cantonner aux circonstances exceptionnelles. Autrement dit, on propose que dans des circonstances exceptionnelles, tel un attentat ou une catastrophe naturelle, ou encore, pourquoi pas, une période difficile où vraiment on sait qu'il n'y a pas d'autre moyen possible que de faire un testament sur support numérique, eh bien, il y a possibilité de reconnaître les dispositions qui sont prises sur un tel support. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été assez marqués par les témoignages de personnes pendant les attentats du Bataclan qui faisaient beaucoup de testaments, soit par SMS, soit par vidéo ou même message phonique. C'était souvent des testaments qui n'avaient pas d'ailleurs de portée patrimoniale, c'était plus sur des dispositions à prendre pour l'éducation des enfants, par exemple. Eh bien, nous pensons que dans ces circonstances exceptionnelles, il peut être utile de reconnaître la validité d'un testament, dans la mesure où on comprend bien que la personne qui édite le testament, le testateur, n'est pas en mesure de trouver sous sa main un papier, un crayon ou un notaire pour pouvoir dicter ses dernières volontés. Bien sûr. Et dernière question très rapidement, Maître Olivier Boudeville, quel avenir pour ces mesures à présent? Quelles prochaines étapes? Eh bien, ces mesures ont été votées dans leur intégralité par les notaires de France. Elles sont ensuite diffusées au pouvoir public pour que, pourquoi pas, elles inspirent des décisions législatives, on l'espère en tout cas, qui viseront à accompagner et sécuriser la révolution digitale pour les professionnels du droit, mais aussi pour l'ensemble de nos clients que nous rencontrons quotidiennement. Merci beaucoup, Maître Olivier Boudeville, d'avoir été avec nous dans cette émission pour nous détailler certaines des propositions des notaires de France quant à la protection de son patrimoine numérique ou à l'évolution finalement du cadre juridique autour du patrimoine en lien avec le numérique. Maître Olivier Boudeville, je rappelle que vous êtes notaire et rapporteur général du 117e Congrès des notaires de France. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.
On enchaîne à présent avec la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où chaque jour nous donnons la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons retrouver Pierre Guis, associé et cofondateur de Zénith Capital. Nous allons parler avec lui de produits structurés et comment optimiser son point d'entrée. Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera quelles sont les bonnes pistes de placement pour 2022. Une question qu'on se posera avec Christelle Batt, le président de Cedrus & Partners. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Christophe Roche sera sur le plateau. C'est le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Nous allons parler avec lui du Pinel optimisé au déficit foncier. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Merci de regarder le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler de produits structurés. Comment optimiser son point d'entrée? C'est une question que beaucoup se posent et on va en parler avec Pierre Guis, associé et fondateur de Zénith Capital. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on va parler avec vous, bien sûr, de produits structurés, puisque c'est votre métier. Comment optimiser son point d'entrée? Ça, c'est une question que beaucoup se posent. On ne va pas redéfinir ce qu'est le produit structuré. On l'a déjà beaucoup fait sur ce plateau. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est que, et vous m'arrêterez si je me trompe, c'est qu'au départ, on connaît les règles du jeu, qu'il y a bien sûr toujours un risque de perte en capital, mais on connaît quand même les barrières de protection. Donc, on a quand même déjà cette sécurité-là. Alors ça, c'est donc la question qu'on vous pose beaucoup. Le point d'entrée, est-ce qu'il faut investir maintenant, même si c'est haut? Pourquoi est-ce qu'il y a cette inquiétude et ces questions autour du point d'entrée? Alors le point d'entrée, ça a toujours été hyper central en finance et dans plein de domaines. Et c'est surtout l'arme absolue ou la justification absolue pour quelqu'un qui ne veut pas investir. Donc en immobilier, quand vous ne voulez pas investir, vous trouvez que le prix au mètre carré, il est trop cher. En private equity, quand vous ne voulez pas investir, vous trouvez que le millésime, le vintage, on appelle ça, ne correspond pas à une croissance économique intéressante et donc ce n'est pas intéressant. Donc le point d'entrée, de tout temps et en tout lieu, sur toutes les classes d'actifs, c'est la raison essentielle pour laquelle un investisseur ne veut pas investir. Ce qui est assez marrant sur le point d'entrée d'ailleurs, c'est que ce n'est pas forcément dépendant de la hauteur des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit le point d'entrée est haut parce que le CAC est à 6700 points. Quand il était post-Covid à 3700 points, les mêmes qui trouvaient que le point d'entrée aujourd'hui est trop haut, trouvaient que le point d'entrée est trop haut versus la conjoncture. Donc c'est vraiment quelque chose de psychologique. Alors il y a 3 raisons essentielles, on va pas y passer trop de temps, mais la première c'est l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation qu'on a reçue et qu'on donne à nos enfants, elle est sur le point d'entrée. Est-ce que tu échanges ta bille contre une bille qui vaut le même montant? Est-ce que tu achètes au bon prix? Est-ce que tu es à l'heure? La ponctualité donc le timing, le point d'entrée... C'est quoi? C'est une peur de se faire avoir c'est une peur de se faire avoir et c'est hyper présent dans l'éducation. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est devenu un peu fantasmatique avec les gérants stars ou les traders stars qui vous expliquaient qu'ils faisaient de la performance parce qu'ils investissaient au bon moment. Et donc, ils avaient vu Apple avant tout le monde, ils avaient acheté Apple. Et donc, le point d'entrée était central à la performance qu'ils créaient. Donc, éducation, un peu de fantasme autour de tout ce qui est, on va dire, gérant. Et puis, le biais de répétition, c'est-à-dire que comme on en parle tous tout au long de la journée, à la fin, on finit par donner une importance cruciale au point d'entrée, parce que les 15 personnes avec qui on a discuté dans la journée, les 15 nous ont parlé du point d'entrée. Donc ce biais de répétition, tout ça, petit à petit, a fait que l'investisseur, quand il investit aujourd'hui, se dit le point d'entrée, c'est crucial dans ce que va donner mon investissement. Je ne suis pas totalement d'accord, on y reviendra. Et notamment, la classe d'actifs des produits structurés, elle sert aussi à ça, à désensibiliser nos clients au point d'entrée. D'où le titre de l'émission, comment optimiser son point d'entrée grâce aux produits structurés. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on va appréhender le point d'entrée? Donc, vous le disiez, c'est la classe des produits structurés a justement été créée pour ça. Quels sont les mécanismes que vous allez utiliser pour protéger justement le client, pour répondre également à ses peurs et à ses craintes? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les classes d'actifs, le point d'entrée il est particulièrement crucial en action. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est volatile et que c'est un marché où souvent on se dit c'est court terme, c'est-à-dire qu'on investit de manière court terme. Donc, plus vous êtes court terme et plus vous êtes sur un marché plus volatile, plus le point d'entrée est crucial dans votre décision. Or, aujourd'hui, l'investisseur en France, il investit plutôt long terme et il investit sur des solutions qui sont plutôt diversifiées. Donc, il faut déjà qu'il se déstresse un peu, qu'il s'inquiète un peu moins de son point d'entrée, parce que sa manière d'investir le désensibilise déjà par nature sur le point d'entrée. La deuxième chose, c'est que je parlais du CAC 40 tout à l'heure. Vous vous souvenez, celui qui n'investissait pas à 3700 points, un an et demi après, à 6700 points, il a perdu 3000 points d'évolution. Donc ça en fait un mauvais investisseur parce qu'il n'est pas monté dans le train à temps. Donc, sauf s'il avait investi à 6 000 et que c'était passé à 3 000 un an après. S'il avait investi en 2019 et que c'était en 2020, là pour le coup, son point d'entrée était particulièrement mauvais. Ce qu'on remarque de manière empirique, c'est que les gens qui sont stressés du point d'entrée, ils sortent, mais en général pas assez tôt.
C'est-à-dire qu'ils sortent quand ça a déjà baissé. Par contre, ils ont beaucoup de mal à réentrer dans le marché action. Donc la vocation du structuré, c'est de leur dire, on va vous permettre de mettre un pied dans le marché action en vous protégeant. Donc on prend en compte votre inquiétude, mais en remettant les choses au milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop sensible non plus au point d'entrée. 2 exemples très vite. Ce n'est pas la hauteur d'un marché qui fait qu'un marché baisse. Hein. En 2009, depuis 2009, le marché américain, il a fait x5, x5,5. Il est allé de record en record. Ouais. Vous pensez bien que celui qui dit aujourd'hui on est sur un poids haut parce que c'est un record, donc ça va baisser, c'est pas très intelligible. C'est-à-dire que c'est pas la hauteur d'un marché qui le fait baisser. C'est des événements exogènes. Deuxième chose, mais qui est assez révélateur, on parle beaucoup du style croissance et du style value. Celui qui est stressé du point d'entrée, il a plutôt tendance à aller sur le style value parce qu'il paye moins cher sa valeur. Or, depuis 5 ans, qu'est-ce qui performe? Pour vous, c'est le style croissance. Oui. Tesla, il y a des fonds value qui s'en sortent bien. Tesla x15 en 2 ans. Oui. Total, moins 10 en 5 ans. Est-ce que c'est le point d'entrée, le prix qu'on a payé Tesla qui a fait la performance? La réponse est non. Ceci étant, après, il y a des choses en structuré qui sont plus techniques et on va accompagner ce point d'entrée-là. Il y a différentes manières de le faire. La première chose sur le point d'entrée, c'est que vous avez des clients qui sont averses au risque. Donc la première chose, c'est qu'on va essayer de protéger leur capital en leur disant vous pouvez vous tromper sur le point d'entrée, ça n'aura pas d'impact en direct sur votre capital. D'accord, ça c'est grâce aux barrières de protection? Alors il y a plusieurs manières de le faire, soit vous faites une garantie en dur du capital, soit une garantie partielle. Vous pouvez garantir un capital jusqu'à 80 ou 90%. Ouais. Quel cas vous êtes moins stressé du point d'entrée, puisque vous savez qu'au maximum, vous pouvez perdre à 10 à 20% de votre capital. Si je comprends bien, il faut peut-être rappeler que les produits structurés, généralement, ça propose un rendement et non pas une performance sur la hausse ou la baisse d'une action. Donc effectivement, là où le point d'entrée fait sens quand on veut acheter une valeur en action, parce qu'on se dit effectivement, alors même si le record d'aujourd'hui sera peut-être le plus bas de demain, mais aujourd'hui effectivement on a quand même l'impression d'être sur un pic sur certains indices américains, voire même européens. Ça en fait, ça vaut pour les actions, mais pour les produits structurés, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas forcément la meilleure méthodologie ou c'est pas forcément le point d'angoisse le plus important, le point d'entrée. Exactement. Ce que la classe d'actifs a apporté au marché action de manière générale, c'est de dire vous n'avez pas besoin que le sous-jacent performe pour générer du rendement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients structurés? On protège leur capital, soit en dur, soit via des barrières de protection. On leur donne du rendement, même si le sous-jacent n'évolue pas à la hausse, c'est-à-dire s'il est stable. Aujourd'hui, on est même capable de... C'est sous forme de coupon? Oui, sous forme de coupon en règle générale. On est même capable de donner du rendement si le sous-jacent est en baisse, ce qu'on appelle les fameux produits Phoenix. Oui. Un Phoenix, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à vous générer du rendement, même si votre sous-jacent a perdu 20-25%. Avec quoi? Des options du coup à la hausse, à la baisse sur du sous-jacent? Exactement. Le structuré, la classe d'actifs, ça a été créé comme ça. C'est via les options d'achat, les fameux calls. C'est la capacité à réserver le droit d'acheter un sous-jacent à un cours qui est connu. Donc vous voyez que sur la formule... On peut jouer la baisse aussi avec les... vous pouvez jouer la baisse. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi j'ai connu des clients qui ont joué la baisse sur Tesla, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Ils ont eu le nez creux. C'est ça. Non mais compte tenu de la valorisation, vous pouvez penser que Tesla était très bien valorisé. Et là, vous jouez la baisse sur Tesla. Je le disais, x15 en 2 ans. Si vous avez joué la baisse, vous n'êtes pas dans le bon sens. L'autre chose sur le point d'entrée en structuré, c'est que vous pouvez choisir votre point d'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, je vais rentrer sur une action ou sur un indice, mais mon niveau de référence sera le niveau le plus bas d'une certaine période. Donc nous, pour certains clients qui sont inquiets de ce point d'entrée-là, on va leur dire, vous achetez Total aujourd'hui, mais votre point d'entrée, le niveau de référence, ça sera le niveau le plus bas de Total sur 2 ou 3 dates à 1 mois d'intervalle. Celui qui a fait ça sur Total il y a 1 mois, il a déjà gagné 10% de niveau de référence. On définit aujourd'hui que ce sera le plus bas entre aujourd'hui et 1 mois, mais je ne le connais pas. Il faut que je donne un montant ou c'est juste que vous allez acheter tous les jours et puis vous allez choisir le niveau le plus bas et ça c'est pour celui qui s'est positionné dessus? Non, c'est la fameuse optionnalité que permettent les produits structurés, c'est-à-dire que par formule, on va réussir à acheter une option qui va vous permettre de rentrer sur le niveau le plus bas entre 1 date, 2 dates, 3 dates, 6 dates si vous voulez, sur plus long terme. On peut le faire avec un niveau de référence minimum, le niveau le plus bas. On peut aussi le faire sur un niveau de référence moyen. Et là, on retrouve un peu la sémantique de l'investissement programmé en assurance vie. C'est-à-dire que vous allez rentrer sur Total, je garde Total, mais on pourra en citer plein d'autres, à un niveau qui sera représentatif d'une période, parce que votre niveau de référence sera la moyenne des niveaux qu'on aura constatés. Donc vous voyez qu'en structuré, que ce soit sur la partie protection du capital ou que ce soit sur le point d'entrée en tant que tel, vous avez plein de manières de corriger un peu ce point d'entrée que vous trouvez potentiellement relativement haut. Sur les formules, on l'a dit, on a parlé du Phoenix qui détache du coupon en cas de baisse. Mais sur les Athéna, qu'est-ce qu'on fait? On rémunère le temps d'attente. Le stress. D'accord, Athéna, c'est le temps d'attente. C'est rémunérer le temps d'attente. Oui, c'est le fameux coupon mémoire. Le coupon mémoire. On a tous entendu parler. Pourquoi? Parce qu'un investisseur français, quand il a investi en actions, on a tous eu parfois la même expérience. Vous investissez à une date, le marché baisse, vous stressez.
le marché ou l'action que vous avez choisie retrouve son niveau initial, vous vous empressez de vendre en vous disant j'ai stressé, j'ai perdu du temps et j'ai pas eu de rendement potentiellement. En produit structuré, ce qu'on a voulu, c'est être complémentaire de la classe d'actifs actions. Et donc de dire, on doit donner la possibilité à des investisseurs qui investissent sur cette partie-là, de dire, si j'ai attendu 3 ans pour que mon sous-jacent retrouve son niveau initial, alors je vais toucher 3 coupons qui correspondent à mes 3 années d'attente. Donc le structuré, il a été créé, la genèse et pourquoi il est beaucoup utilisé aujourd'hui en termes de volume, c'est considérable sur le marché, parce qu'il répond à ce stress du point d'entrée. Notre vocation, c'est de désensibiliser nos clients à ce point d'entrée. Il y a un risque aussi quand même. C'est celui qui a parié pour la baisse de Tesla alors que Tesla est montée, il a perdu l'intégralité de son capital pour le coup, investi sur le produit structuré. S'il n'y avait pas mis de garantie potentielle, effectivement, bien sûr. Il y a toujours un risque et il est à mettre en face du rendement. Mais la réalité, c'est que l'objectif patrimonial de pas mal d'investisseurs, il ne correspond pas nécessairement à faire x2 en 2 ans. Donc il n'y a pas de raison qu'ils assument un risque qui est aussi fort que celui-là, puisque leur objectif patrimonial, c'est plutôt de vers du 5, 6, 7 par an. Combien vous avez fait ces génies de capital en rendement là sur les... En rendement moyen, depuis notre création, on est à plus de 7%. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour nos clients en particulier, puisque c'est eux qui investissent et donc le rendement est pour eux. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé cofondateur de Zenith Capital. Nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Et c'est parti pour le Club Action. Club Action, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Batt, le président de Cedrus & Partners. Bonjour Christelle Batt. Bonjour Christelle. Nicolas, bonjour Laura. Bienvenue sur ce plateau. On va évoquer avec vous les pistes de placement pour 2022, un sujet assez large. Vous allez partager avec nous votre expertise sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les tendances en tout cas que vous identifiez. Peut-être avant d'aller directement dans le vif du sujet, un mot sur Cedrus & Partners pour qu'on comprenne finalement qui nous détaille ces tendances. Cedrus & Partners, en fait, vous êtes un conseil en investissement financier pour le coup, mais vous ne vous adressez pas directement aux épargnants, vous vous adressez plutôt aux institutionnels, aux family office ou autres, mais vous développez des offres aussi pour les CGP. Mais vous êtes vraiment ce qu'on appelle un conseil d'investissement B2B finalement, c'est bien ça? Bon, vous avez déjà tout bon, c'est parfait. Allez, les bonnes pistes pour 2022. Donc, on est en effet une entreprise d'investissement régulée par la Banque de France et par l'AMF. Et notre métier, c'est le conseil pour des institutionnels, des family office, des fondations, et puis aussi pour les conseillers de gestion de patrimoine, en essayant de trouver des solutions, les construisant avec eux et avec quelques spécificités. C'est qu'on travaille beaucoup sur les stratégies alternatives et non cotées qui sont assez complexes à articuler. Alors, non coté, la réalité est vaste. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du private equity, ça peut être encore d'autres classes d'actifs. Qu'est-ce que vous constatez, vous, à fin 2021, avant qu'on parle de 2022, des tendances spécifiques, un contexte particulier sur le côté, pour le coup, un petit peu avec une visibilité pas toujours très grande, en tout cas pas mal de craintes. Sur le non-coté, qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, je vais essayer de répondre à votre question qui est très large. Oui, bien sûr. On pourrait passer la Et en temps très court pour le coup. Et en temps très court. Avec notre casquette, on va dire, de conseil, qui est en fait, comme vous le dites, d'analyser le contexte et puis d'appliquer une méthode et puis après d'arriver à la solution. Et on essaie d'arriver jusqu'à cette solution en quelques minutes. La première chose, c'est en effet le contexte. On est dans un contexte qui reste porteur, un contexte de croissance. On a des taux de croissance qui sont encore entre 4 et 4,5 pour l'année prochaine, entre le monde et la France. On a des marchés qui se redressent, on a des secteurs qui ont souffert, mais aussi d'autres qui sont en train de prendre du leadership. Donc ça, c'est les effets positifs, mais on a aussi des fragilités, puisqu'on on parle beaucoup de Tesla sur ce plateau. Tesla, c'est 1000 milliards, c'est 100 fois la valeur de Renault, donc on peut se dire, est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il y a... Bien sûr, parce que c'est pas autant de voitures construites pour le coup. Ils sont très bien, mais bon, il n'y en a pas autant que ça. Et puis, il y a des incertitudes, il y a les élections qui arrivent, donc il faut en effet se positionner, et c'est tout notre travail chez Cedrus, c'est d'essayer de comprendre notre contexte, de voir s'il y a des opportunités à saisir, et donc des produits qui vont saisir ces opportunités sur des secteurs notamment, et puis des menaces, ça veut dire aussi construire une robustesse dans le portefeuille sur le long terme. Et donc vous nous avez parlé de méthode, alors c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire, c'est plutôt que de regarder un secteur ou une tendance, il faut appliquer une méthode spécifique? Alors je crois qu'il y a deux choses là-dedans, c'est éventuellement, et même de deux manières. En fait, il faut surtout avoir une approche un peu en prenant un peu de hauteur et donc avoir des stratégies peut-être différenciantes et alternatives. D'accord. Donc,
ce qu'on appelle la décorrélation par rapport au marché et à la volatilité des marchés. On voit que les marchés restent volatiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces encore de la BCE, etc. Et forcément, l'épargnant et l'investisseur, il va subir ces volatilités. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de réfléchir au produit en termes de finalité, finalement, par rapport à mon portefeuille. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux ? Je veux sécuriser une partie, je veux des revenus réguliers, récurrents et une performance que je peux toucher assez rapidement. Et puis, je veux aussi construire de la valeur sur le long terme. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de construire le portefeuille. Et après, on ira chercher les bons produits et répondre à la finalité de la question. Mais c'est cette construction qui fait qu'on peut remplir les tiroirs, entre guillemets, et puis avoir les bonnes réponses sur ces sujets. Il faut profiter des opportunités. C'est quoi les opportunités en ce moment ? Alors, il y en a beaucoup des opportunités. Alors, il y a des secteurs qui sont en train l'e-commerce est en train d'exploser. Ça veut dire quoi l'e-commerce ? Ça veut dire du transport, ça veut dire de la logistique, ça veut dire de la technologie. Et donc, forcément, il y a des investisseurs et des fonds qui vont être sur ces sujets-là. Ça peut être la silver economy, donc le cadre de vie, le confort des personnes âgées et aussi tout l'appareillage dont ils peuvent bénéficier. Ça peut être l'agribusiness aussi, ça c'est un vrai sujet aussi. Et donc, en effet, il y a une approche très thématique qu'on peut avoir sur les investissements et sur les placements. Et ça, c'est assez intéressant parce que nous, notre recommandation, c'est justement à essayer de se positionner sur ces thèmes. Alors, il y a des gestions de conviction, actions qui vont jouer ces thèmes. Il y a quelques maisons de gestion avec des spécialistes qui vont travailler cela. Et puis, ça, c'est pour la partie, on va dire, cotée, mais aussi en non-cotée, notamment les infrastructures, qui est un sujet qui est encore assez méconnu, finalement, des investisseurs, qui l'est de la part des institutionnels et qui est en train de progresser aujourd'hui. Chez les investisseurs institutionnels, le non-coté, dans le monde, c'est à peu près 35% pour les grands investisseurs institutionnels. On en est assez loin encore en France. Et les infras à l'intérieur, les infrastructures, alors je vais expliquer. Oui, c'est peut-être qu'il faut effectivement expliquer. Et peut-être plus rappeler, moi je trouve intéressant cette approche de dire, effectivement, il y a e-commerce, silver economy, parce qu'ensuite, quand on rentre dans une thématique, on peut y rentrer via l'immobilier, via le private equity ou autre. Là, vous nous parlez des infrastructures. Qu'est-ce que c'est les infrastructures ? C'est quoi ? C'est les murs ? C'est la logistique ? Voilà, on va prendre un peu de temps sur ce sujet. Les infrastructures, c'est répondre aux besoins essentiels de la société. Donc, ils peuvent être des transports. D'ailleurs, si on parle d'e-commerce, on a besoin de transport et on a besoin de data center, on a besoin de tout ce qui tourne autour de la communication, on a besoin autour de l'énergie, évidemment, aussi d'avoir des besoins et des ressources dans ce domaine-là. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les besoins sociétaux, par exemple des crèches, ça fait partir des infrastructures. Parce qu'en fait, donc, c'est pas que les routes et les ponts. Ça, c'est en effet, c'est déjà pas mal. C'est le point de départ. En effet, c'est là où sont développés les infras au départ sur des très gros projets. Et en fait, ce qui est intéressant dans les infras, c'est notamment le fait que ce soit assez proche de l'indexation sur l'inflation, ça c'est un premier élément, qu'il y ait des barrières à l'entrée assez fortes et qu'il y ait des cash flows récurrents. Donc on est en train de construire des produits avec des sous-jacents, avec des cash flows assez récurrents et en même temps une valorisation. C'est ça qui nous intéresse aussi et une résilience dans des marchés plus difficiles. Mais alors concrètement, ça veut dire que j'investis dans un fonds qui lui investit et dans une crèche et dans une société qui va entretenir une route et dans une société qui va héberger des data centers et c'est ça, ça veut dire ça concrètement, investir dans les infrastructures ? Ça peut être ça. D'accord. Après, il y a toujours des spécialistes par secteur. Il y a des gens qui vont être spécialisés sur les énergies renouvelables, par exemple. Donc, on parlera d'infra green. D'accord. Okay. Et là, il y a des spécialistes. Parce que les éoliennes, par exemple, c'est des infrastructures. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la construction, mais aussi de l'équipement, du développement. Donc, ça peut être un sujet. Mais vous pouvez avoir des gérants de fonds qui sont spécialisés sur des thématiques, et puis d'autres qui se disent, moi, je veux jouer tous les besoins essentiels de la société aujourd'hui. Et je vais donc composer mon portefeuille avec, en effet, peut-être des crèches, avec des data centers, avec des usines de cogénération. Et en fait, je vais profiter aussi de ce marché qui est en train de se consolider, qui a des ressources très importantes qui sont en train d'arriver, puisqu'il y a beaucoup de plans. Vous le voyez en Chine, vous le voyez aux États-Unis. C'est ça, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec les États-Unis. Mais alors là, on se dit aux États-Unis, c'est le gouvernement en fait qui s'empare de ce sujet-là. Là, on sent qu'en France, du coup, c'est pas le politique qui s'en empare. Du coup, c'est un expert du Conseil d'investissement financier qui dit, il y a ce sujet-là aussi en France. Voilà, ce sujet, il est là parce que les gouvernements
en tout cas, vont pousser à ce qu'on s'équipe. Et ils n'ont pas forcément les moyens, compte tenu de leur dette et compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces besoins. Et donc, ce sont des investisseurs privés. Alors, anciennement, et c'est pour ça qu'on les connaît bien, nous, chez Cedrus, ce sont des institutionnels, c'était des caisses de retraite, des assureurs qui s'étaient positionnés sur ces sujets. Mais aujourd'hui, on pense que les particuliers peuvent aussi, on va leur donner les moyens, on va construire des solutions pour eux, peuvent aussi accéder à ce type de financement et soutenir l'économie. En fait, ce qu'on veut aussi, c'est réconcilier finalement et rassembler dans un même outil la performance et le sens et l'utilité. Et très rapidement, Christelle, pour finir, comment vous protégez les portefeuilles? Parce que c'est votre rôle aussi de protéger les portefeuilles. Et avec peut-être un mot sur le risque, du coup, si on protège les portefeuilles. Le portefeuille, il se protège par justement ce fait d'aller essayer de construire des portefeuilles qui diversifient les stratégies, qui vont avoir différentes poches en fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir une poche de sécurisation. Donc là, on pourra avoir éventuellement des stratégies plus connues d'immobilier. Dans l'immobilier, on ira chercher peut-être de l'immobilier très spécialisé, des résidences étudiantes, des résidences gérées, de la logistique. Ça, c'est la sécurisation. Après, on va essayer de construire de la performance avec une indexation sur les actions thématiques. Et puis, on va construire de la résilience avec ces sujets du non-coté à plus long terme, puisque là, on sera à plus de 5, 10, 15 ans et on va pouvoir construire l'ensemble, devra faire un tout qui répondra à des problématiques clés. Alors, on n'a plus le temps, mais un mot quand même sur le risque de ce type d'investissement. C'est forcément risqué. Si je vous parle de protection, c'est qu'il faut se protéger contre quelque chose. Il y a une partie qui va... En fait, c'est tout l'objet de la construction du portefeuille. C'est-à-dire que la première partie, je ne vais pas vous parler de la gestion du cash et des liquidités, ça, votre banquier vous en parlera très bien. Mais après, la deuxième partie, l'immobilier, il y a quand même de la résilience aussi sur ces marchés. Et c'est après, en effet, que vous allez prendre, mais ça dépendra de votre horizon de temps. En fait, le sujet, c'est le temps et c'est aussi ce qu'on veut faire de ces projets, ses besoins de revenus ou ses besoin de liquidité et c'est comme ça qu'on va construire le portefeuille. C'est notre métier. Merci beaucoup Christelle Batt. Je rappelle que vous êtes le président de Cedrus & Partners et nous on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et vous regardez le Club Expert. Aujourd'hui, nous allons parler de Pinel, optimisé au déficit foncier avec notre invité Christophe Roche, dirigeant et fondateur d'Octopus Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, en fonction du profil fiscal et patrimonial de chacun, il y a des dispositifs qui vont être plus ou moins adaptés. Et là, on va parler d'un double effet fiscal du Pinel, mais optimisé au déficit foncier. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est assez rare, qui va toucher en fait à de la réhabilitation ou de la rénovation immobilière. Donc en fait, ça va toucher de l'immobilier ancien, principalement de l'immobilier, on va dire, de cœur de ville. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, on a en fait deux natures de biens immobiliers qu'on va pouvoir réhabiliter. Soit on va changer la destination du bien, c'est-à-dire c'était des locaux tertiaires, des bureaux par exemple, que l'on va transformer en logement, ou bien on va s'occuper de logements classiques, mais qui étaient vétustes au sens fiscal du terme, et que l'on va rénover donc, pour faire du quasi-neuf, on va dire. Voilà. Et alors, pourquoi choisir ce dispositif, Christophe Roche, du coup? Le constat est assez simple, c'est-à-dire que pour des foyers fiscaux qui vont toucher des tranches marginales d'imposition supérieures, on va dire 30, 41, 45%, si l'on investit dans du Pinel traditionnel, d'un côté, l'État va nous donner un avantage fiscal pendant 6, 9 ou 12 ans, mais de l'autre côté, on va avoir un résultat foncier positif qui va arriver dès la deuxième ou troisième année d'exploitation du bien. Et du coup, on va progressivement perdre cet avantage fiscal par le biais de la fiscalité foncière. Donc, c'est important de pouvoir, via le dispositif donc, du Pinel optimisé au déficit foncier, avoir à la fois une réduction d'impôt sur le montant de son imposition sur les revenus, et de l'autre côté, un déficit foncier qui va pouvoir nous permettre de passer en fait tous les travaux de réhabilitation en charge, et ça va donc contrer notre fiscalité sur les revenus fonciers. Alors, une fois qu'on a choisi, qu'on sait pourquoi choisir ce dispositif, où on investit avec ce dispositif? Alors, principalement dans des villes, j'allais dire, à forte valorisation patrimoniale. C'est bien d'investir, mais en fait, ces avantages fiscaux, ils ont une durée déterminée dans le temps. Ça va durer 6, 9 ou 12 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, principalement 6 ou 9 ans d'ailleurs, pour des clients à forte tranche marginale d'imposition. Donc, on va s'attacher à la deuxième vie du bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bien une fois qu'on aura passé les avantages fiscaux?
Et le fait de pouvoir investir dans des villes comme La Baule, par exemple, sur laquelle nous on est assez présents, ça va nous permettre, en deuxième vie du bien, de pouvoir avoir une activité en location meublée saisonnière, par exemple, de pouvoir éventuellement le transformer en résidence secondaire. Donc on va avoir une sorte de couteau suisse dans ces villes. Alors ça peut être La Baule, mais ça peut être d'autres villes de ce type, exactement, Biarritz, Dinard, il y en a d'autres. Donc plutôt des villes à forte valorisation patrimoniale en fait. On a bien compris finalement l'avantage fiscal à l'entrée et le fait d'avoir des charges qui va permettre de réduire du coup la plus-value, ou en tout cas l'imposition sur la plus-value. Est-ce qu'il y a des points de vigilance quand même là on a l'impression que c'est le meilleur des deux mondes, à quoi il faut faire attention quand même quand on va sur ce type d'investissement? Alors 2 points de vigilance. Premièrement, évidemment, on n'achète pas de l'immobilier pour baisser ses impôts, c'est clair. On va acheter de l'immobilier pour les raisons qu'on vient d'évoquer, pour des raisons patrimoniales. On va choisir un emplacement et on va être très attentif au prix fini du bien. Ça, c'est la première des vigilances, mais qui s'applique à tout dispositif fiscal. La deuxième vigilance, elle est extrêmement technique et liée en fait à ce type de défiscalisation. On parlait de travaux tout à l'heure. En fonction de la nature des travaux, tous ces travaux ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux. Donc il faut vraiment rentrer dans des montages qui sont derrière visés par des cabinets d'avocats référents. Donc il faut vraiment rénover, c'est ça? Exactement. D'accord. Et il faut être bien conseillé aussi. Il faut être bien conseillé et bien faire attention à la nature des travaux. Sont-ils éligibles ou pas aux avantages fiscaux qu'on vient d'évoquer? Voilà. D'accord. Et quel est l'avenir de ce dispositif? Alors, il est complètement calqué à l'avenir du dispositif Pinel classique qui doit s'éteindre fin 2024 avec une disparition progressive dès 2023. Pour autant, on sait qu'il y a un nouveau dispositif qui est actuellement en gestation. Je ne suis pas très inquiet sur cette partie en fait, de réhabilitation parce qu'on a besoin de réhabiliter de l'ancien pour des raisons foncières en fait, dans nos villes. Bien sûr, et énergétiques aussi. Exactement. Et donc, ce sont des dispositifs qui existaient de longue date. On a connu le Borloo en réhabilitation, le Célier en réhabilitation. Donc, je pense que ça va perdurer. Oui, ce sera juste sous une autre forme, mais sous une ça autre forme, existera quand même. Exactement, et avec des avantages fiscaux que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, il y a une sorte d'effet d'aubaine. On va dire qu'on a jusqu'à fin 2022 pour bénéficier du cadre fiscal tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, il ne faut pas, très rapidement, il ne faut pas acheter pour des raisons fiscales, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il faut quand même faire attention au prix d'achat du bien dans ces cas-là, et ce, même si on peut avoir 2 manières de défiscaliser derrière? Exactement, oui. C'est-à-dire qu'on va, je parlais d'immobilier ancien qu'on va réhabiliter, une fois que le chantier, j'allais dire, sera fini, on va comparer ça à du neuf. Donc l'élément de comparaison pour acheter, on va comparer ça par rapport à un programme neuf qui peut être situé dans le même environnement en fait. Merci beaucoup Christophe Roche. Je rappelle que vous êtes le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Merci de nous avoir parlé donc, de ce dispositif qu'on appelle le Pinel optimisé au déficit foncier. C'est la fin de cette émission. Merci Laura d'avoir été avec nous pour la deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. On se retrouve demain à 13h dans un Smart Patrimoine qui mettra à l'honneur les sujets en lien avec l'art comme tous les vendredis. Et on remercie pour cette émission Romain à la réalisation avec Ulysse également. On remercie Amanda au son. On remercie Com et Pauline pour leur aide à la préparation de cette émission. Et je vous dis rendez-vous à demain sur Bismart à partir de 13h. Bonne journée.